Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Elle cristallise toutes les critiques, mais aussi tous les espoirs. L'Union africaine, minée par ses dissensions internes et sa dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur, veut se réformer. Et c'est le président Paul Kagame du Rwanda qui a réfléchi et produit le rapport portant réforme de l'organisation continentale. Alors, quels en sont les grands axes et quelle chance de voir ces réformes aboutir? J'ai avec moi pour en parler trois invités. Monsieur André Yinda, vous êtes politologue, philosophe, vous êtes par ailleurs maître de conférence. Merci, monsieur Yinda, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oumaba, vous êtes vous également politologue. Merci, Oumaba, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, je salue vos téléspectateurs. Djimrabaye Bunga, vous êtes vous juriste, magistrat en l'occurrence, vous êtes spécialiste des droits de l'homme, vous êtes par ailleurs romancier, auteur de L'Insoumis de Mombasa. Monsieur, merci, monsieur Djimrabaye Bunga, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur, c'est moi qui vous remercie. Son budget de fonctionnement dépend à plus de 70% de l'aide extérieure et son siège à Addis Abeba en Éthiopie a même été un cadeau de la Chine qui a investi plus de 200 millions de dollars. Mais l'Union africaine le sait désormais, gagner en respectabilité, c'est rompre la dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur. C'est un sujet de la rédaction signé Aminata Diak. Lors du 28e session ordinaire de l'Union africaine en janvier 2017, le chef de l'État guinéen Alpha Condé et actuel président de l'organisation avait annoncé les principaux défis qui attendent l'Union africaine ces prochaines années. Plusieurs grandes décisions ont été prises, notamment la réforme institutionnelle de l'organisation qui fait aujourd'hui figure de priorité. Le rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la commission sur la mise en œuvre de la décision sur le financement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange et les mécanismes pour éliminer les obstacles non tarifaires en Afrique, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau que nous ambitionnons en vue de doter notre continent d'institutions fiables et efficaces, lui permettant de relever les défis qui inhibent son développement. Une réforme institutionnelle qui passera nécessairement par l'autonomie financière de l'Union africaine. Le 24 avril 2017, à Conakry en Guinée, les chefs d'État ont admis qu'il était important que l'Union africaine soit apte à s'autofinancer après plusieurs décennies de dépendance financière vis-à-vis des pays occidentaux. La question devrait être abordée lors du prochain sommet prévu au mois de juillet 2017. La question déterminante de notre succès réside dans la force de notre volonté politique et de notre engagement réel et sincère pour l'Union africaine. Dans ce sens, je souhaite que le sommet de juillet prochain consacre la décision d'allègement et de spécialisation des heures du jour du sommet en se limitant à l'examen de 3 thèmes au maximum. Que la question du financement, épine dorsale de la réforme, soit marquante et réussie comme telle pour nous tous. Afin d'apporter la crédibilité à l'Union africaine, les chefs d'État membres ambitionnent désormais de trouver des voies et moyens pour doter l'institution d'un fonds de roulement propre. Ils ont décidé notamment de la création d'une taxe pour financer l'organisation et pallier ainsi au problème des ressources financières. Au Rwanda, à Kigali, il a été décidé d'un principe pour une taxe sur les importations pour financer l'Union africaine. Et puis cette taxe s'applique à tous les États membres, c'est-à-dire aux 54 États de l'Union. Et puis c'est 0,2%. Donc ça permettrait de financer, et ça veut dire annuellement, donc l'Union africaine se retrouverait avec 1,1 milliard d'euros par an. Je crois que c'est une décision qui est sage parce que l'Union africaine est financée globalement à 73% sur l'apport des donateurs étrangers, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Banque mondiale. Et puis bon, cette dépendance financière de l'Union africaine est réellement mal vue et toujours dénoncée par les Africains. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est indépendant et puis se faire financer par des puissances étrangères. Pour consolider cette idée de réforme institutionnelle, l'installation d'une unité opérationnelle de pilotage est prévue, mais aussi l'audit des principaux points de blocage de l'efficacité opérationnelle de l'organisation. L'Union africaine serait même prête à engager des réformes de sanctions en cas de défaillance de l'obligation financière des États membres. Elles seront, d'après Moussa Faki Mahamat, des mesures à force dissuasive pour assurer le système de sanctions. Monsieur Yinda, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, dit dans l'élément qui est passé, l'autofinancement doit être l'épine dorsale de la réforme à opérer. On peut se demander pourquoi avoir attendu tant de temps avant de s'attaquer à ce problème de financement.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est une épine dorsale par rapport à la capacité de cette institution à devenir indépendant, ou en tout cas à assumer son indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Parce que vous connaissez le principe, hein, celui qui paye, c'est celui qui décide. Et donc, d'une certaine manière, si on laisse que les donateurs étrangers, le chiffre varie hein, entre 60 et 80% de la hauteur de leur contribution, si on les laisse financer l'institution, il est normal que d'une certaine manière aussi, les orientations de cette institution ne soient pas tout à fait sous le contrôle des personnes pour lesquelles elle a été créée. Donc, je comprends parfaitement la position du président de la Commission. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Alors, je pense que c'est une question effectivement qui s'oppose. Et d'une certaine manière, je pense qu'avec le temps, avec les enjeux qui ont commencé à se dessiner un peu sur la scène internationale, les acteurs ont pris conscience de la nécessité absolue d'être relativement indépendants. Mais on reviendra sur la question parce que la question de l'indépendance n'est pas seulement d'ordre financier. Voilà, la question du financement n'est qu'une dimension, n'est-ce pas, de la problématique. Monsieur Ba, on nous annonce un budget de fonctionnement d'1 milliard de dollars. C'est quand 4 pays n'ont pas 1 milliard de dollars pour se financer, pour s'autofinancer. C'est pour ça qu'on a attendu autant de temps? Bon, je pense qu'il y a peut-être la question financière, mais aussi la volonté politique et l'organisation de nos États. Mais il faudrait que l'on soit d'accord d'abord sur les chiffres pour pouvoir discuter. S'il vous plaît. Sinon on va discuter sur quel chiffre voulez-vous qu'on discute? Je crois que le chiffre budgétaire de 2016 consolidé de l'Union africaine, qui est le chiffre officiel, tourne autour de 468 milliards. Comment dirais-je, millions de budget de fonctionnement de dollars américains. Millions de quoi? De dollars ou de dollars américains? De dollars américains, d'accord. C'est ça. 2016, c'est ça le budget de 2016. Voilà. Et maintenant, les États africains assument 40,83% de cette masse-là budgétaire. Et parmi cela, il y a les 5 majeurs. Il s'agit de l'Algérie, de l'Angola, comment dirais-je, de l'Afrique du Sud, du Nigeria. Et de l'Égypte, véritablement. Et donc, ce sont ces 5-là qui assurent plus de 60% à peu près des 40% au fait de contribution. Et maintenant, le restant de la masse de contribution budgétaire des pays africains est réparti par les 49 pays restants. Et les 49 pays sur les 54, seuls 19 sont à jour dans leur cotisation. Les 30 restants ne sont pas à jour. Seuls 19 sur plus de 40, voilà. Sur plus de 49 sont à jour. Ne sont pas à jour. C'est ça les chiffres exacts. Et à partir de ce moment-là, maintenant, l'analyse fondamentale qu'il faudrait opérer, c'est celle de la nécessité qu'il y a d'avoir une liberté fondamentale dans le fonctionnement institutionnel et l'orientation de l'intégration régionale. Mais pour cela, il faudrait avoir une autonomie financière fondamentale. Vous travaillez sur ces questions, M. Ba. Dites-nous dans quelle proportion les donateurs extérieurs influencent l'organisation continentale? Mais Michel a dit tout à l'heure, mon collègue docteur en sciences politiques et philosophe, et je crois qu'il est maître de conférence. Tout à fait. Il a parfaitement... Oui, moi je vous dis, le principe, il a énoncé le principe, mais dans quelle proportion? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que pendant tout ce temps, l'Union africaine... Je vais vous dire de façon anecdotique, l'Union africaine, même son rapport annuel, est produit par un pays tiers qui n'est pas membre de l'Union africaine, c'est la Nouvelle-Zélande, et qui produit également sur cette base-là, sur sa proposition personnelle, n'est-ce pas, discrétionnaire, la publication annuelle du rapport annuel de la Commission de l'Union africaine. Or, les pays africains auraient pu produire leur propre rapport. Je crois que du point de vue symbolique, cela n'est pas bon pour l'image de l'Union. Maintenant, je conçois qu'il y a des déficits budgétaires de nos États qui sont chroniques. Il y a aussi la question parfois des régimes qui sont en faillite. Ça, il ne faut pas le nier. Et donc, tout cela mis bout en bout, parce que n'oublions pas, un pays comme la Libye faisait partie des... Oui, effectivement. Quand on considère les pays comme la Libye, la Somalie, encore que la Somalie se redresse peu à peu. Donc, c'est des pays qui ne parviennent pas à assurer leur stabilité existentielle, à fortiori pouvoir contribuer de manière temps. Mais je ne pense pas. Alors, M. Bongad, il a énoncé, M. Ba l'a énoncé, sur les 49 autres pays, seuls 13 sont à jour, 19 sont à jour de leur cotisation. Comment faire pour contraindre effectivement les États membres de l'Union africaine à s'acquitter de leur cotisation? Ah bon, mais voilà c'est là tout le problème. Monsieur Yinda l'avait souligné, c'est des problèmes de volonté. C'est une question de volonté politique. Je me rappelle lorsqu'on était au lycée, on nous faisait savoir que l'OUA, l'ancêtre de l'organisation mère de l'Union africaine, était créée pour
consolidé pour capitaliser en tant que et l'autre une organisation bouclier des indépendants. Pour accompagner la décolonisation et pour éviter les guerres interétatiques. Hein. Alors, aujourd'hui, j'apprends que cette organisation qui devrait garder l'orgueil des souverainetés des États est sous perfusion des anciens colonisateurs à hauteur de plus de 60%, et qu'il y ait des États qui continuent à se réclamer souverains, mais qui refusent volontairement, qui se trouvent des raisons de ne pas contribuer, mais c'est une honte. On verra dans la suite de notre émission par quel mécanisme on peut contraindre les États à s'acquitter de leurs cotisations. Mais dites-nous, M. Yinda, mais déjà des voix se lèvent contre la proposition d'instauration d'une taxe pour financer le budget de l'organisation. Il y a des gens qui sont contre cette idée. Pas question de faire payer le contribuable africain le budget de fonctionnement de l'Union africaine. Les États ont assez de moyens pour alimenter le budget de l'organisation. Quel est votre avis sur la question, M. Yinda? Écoutez, moi je ne suis pas favorable à la politique des contraintes. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de contraindre les États par rapport à une proportion en termes de contribution. Je crois qu'il y a au fondement de toute politique une volonté d'adhésion. C'est-à-dire que si les États adhèrent au nouveau projet de réforme de l'Union africaine qui est en train de se mettre en place, de manière tout à fait naturelle, sinon mécanique, ils vont contribuer à hauteur de ce qu'on va leur demander. Je crois qu'il faut être extrêmement attentif, en fait, non pas, je dirais, à la simple dimension de l'autonomie financière, mais d'abord et avant tout à la liberté ou, si vous voulez, à l'indépendance ou à la souveraineté de l'agenda politique qui va porter en fait le projet de l'Union africaine. Parce que ce qui est en jeu, fondamentalement, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de défi stratégique. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'Afrique, de manière globale, vise en mettant en route ce type de projet? Je pense que ce que l'État africain vise, en fait, c'est moi, je n'aime même pas la notion d'émancipation, parce qu'on pourrait dire les Africains veulent s'émanciper. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement l'idée de pouvoir défendre leur point de vue et surtout leurs intérêts dans un environnement international qui est globalisé, et loin d'une globalisation qui est, je dirais, holistique. C'est une globalisation qui est faite en fait en termes de zones et de pôles d'influence. Donc il faudrait que le pôle d'influence africain puisse aussi émerger de façon relativement concurrentielle avec les autres pôles d'émergence. Justement, il y a des analystes qui disent que l'organisation sous sa forme actuelle ne peut qu'être inefficace. Il faut remettre tout à plat, la dissoudre et refonder une nouvelle organisation avec des règles spécifiques, à commencer par la bonne gouvernance et les critères démocratiques. Absolument. Je pense qu'il est effectivement important de réfléchir en profondeur sur la réforme de l'Union africaine. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Le projet du président Kagame est un projet relativement intéressant. Mais avant d'en parler, moi je pense qu'il y a un gros problème de fond. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Union africaine a un gros problème par rapport à son passé. L'héritage vis-à-vis de l'OUA, l'OUA réputé comme étant le syndicat des dictateurs, et l'Union africaine a voulu s'en débarrasser pour des raisons d'ordre symbolique, mais aussi liées au fait que, d'une certaine manière, et ça c'est une analyse tout à fait froide, on a analysé les bouleversements qui avaient lieu dans les relations internationales, la fin de la guerre froide, le non-alignement n'était plus pertinent, alors on a dit il faut mettre quelque chose en place. Le problème, et c'est le deuxième souci que moi j'ai, c'est la deuxième obsession, si vous voulez, de l'Union africaine, c'est qu'on a voulu mimer en fait l'Union européenne. On s'inspire d'une institution qui elle-même est à bout de souffle, est à l'origine de toutes ces difficultés en Europe, notamment l'émergence des formes de populisme et d'extrémisme. Tout à fait. Troisième et dernière obsession, et c'est là où je veux peut-être étonner par rapport à ce qu'on peut penser, je n'ai pas de problème par rapport à la question de la dépendance. La notion de dépendance dans les relations internationales n'est pas un problème en soi. Je dirais même que l'idée de penser qu'on peut être totalement indépendant ou souverain est une illusion. Il faut raisonner en termes d'intelligence de la dépendance. Effectivement, on connaît la théorie, là c'est le politologue qui parle, mais ce qui compte aussi, c'est la sauvegarde de ses propres intérêts. On peut dans un contexte d'interdépendance, sauvegarder ses propres intérêts, et c'est le défi à relever, c'est le défi que l'Union africaine n'a pas réussi jusque-là à relever, justement, M. Ba. Je pense que là où il a toute son analyse était pertinente, mais là, il a terminé en disant qu'il n'a pas de problème vis-à-vis de la dépendance. Moi, j'ai un problème vis-à-vis de lui-même quand il dit cela. Parce que la dépendance, elle est asservissante. Il a dit au prologue de son propos, il disait que celui qui vous finance vous tient et vous donne la directive à voir. Au Sénégal, on dit
ku la jox dara moo lay wodd sa bët fi ngay xool. C'est-à-dire tout simplement de manière littérale, celui qui vous donne de l'argent, il vous indique la direction par laquelle il veut que vous regardiez. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est dans une logique de domination des puissances vis-à-vis des pays comme les nôtres qui ne sont pas organisés et qui sont morcelés. Peut-être parce qu'on ne réussit pas à imposer les règles qui définissent le rapport, les intérêts. On ne peut pas parce qu'on n'est pas suffisamment puissant. Et lorsque vous n'êtes pas suffisamment puissant, vous ne comptez pas. Quand vous avez toutes les richesses du monde, vous êtes puissant normalement. Non, mais parce que tout simplement, vous les avez sous vos terres, mais vous n'avez pas... La technologie. La technologie, vous n'avez pas le monopole de pouvoir définir les prix, vous n'avez pas la technologie pour les exploiter, pour les rentabiliser, vous n'avez même pas le moyen pour les transporter. Revenez très rapidement sur la question du financement de la taxe. Vous êtes pour le principe de la taxe ou pas? Bien sûr, parce que c'est un principe qui est scientifiquement prouvé du point de vue macroéconomique. Il faut instaurer une taxe pour financer le budget de l'Union africaine. Des taxes sur quoi? C'est sur les produits à l'importation, pas entre les pays de l'Afrique. C'est surtout pour permettre, de mon point de vue, une intensification des échanges intra-zones, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, dans le marché africain, il y a matière à faire, surtout pour pouvoir rentabiliser les corridors. Monsieur Bougat, très rapidement, votre idée sur la taxe, que pensez-vous de cette taxe, de la taxe de 0,02% qui va être instaurée? Déjà, on nous annonce que la zone de libre-échange va être opérationnelle d'ici octobre 2017. Vous êtes pour le principe d'une taxe ou pas? Écoutez, sur le détail, dès lors que moi je suis unioniste, je n'ai aucun problème pour qu'on cherche des sources, de ressources pour... D'accord. Mais là n'est pas le problème. Oui. Monsieur, mon frère Yinda a pris le risque de regretter des indépendances africaines et il est non, pour la tout à fait ce qu'il a fait. C'est entre lui et moi. Il n'a pas de problème pour la dépendance. Oui. Non, il faut, lorsqu'on vient dans une dépendance en partenaire pas du tout crédible avec un profil de mendiant, on n'est pas en interdépendance qui augmente la crédibilité. C'est de cela que nous parlons. Nous ne parlons pas de l'aspect théorique d'interdépendance. Je peux préciser juste un petit très rapidement, mais alors en quelques secondes, s'il vous plaît. Très rapidement, en quelques secondes. Je veux simplement indiquer que quand je parle de dépendance, dépendance n'est pas forcément synonyme de domination. Hein. Ça, la question devient problématique quand la dépendance devient asymétrique. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il parlait dans un monde globalisé des mécanismes d'interdépendance dans un monde globalisé. Voilà. Tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. La dépendance n'est pas la dépendance, c'est deux contextes. Tout à fait, absolument. Absolument. Pardonnez, je vais préciser par rapport à la taxation sur l'importation, c'est par rapport aux produits extra-africains. Oui. C'est par rapport à ça. Et non par rapport aux produits africains. Pour y parvenir, effectivement, pour atteindre l'objectif d'autofinancement, le continent se donne pour objectif subsidiaire de développer la zone de libre-échange qui va être opérationnelle d'ici octobre 2017. Mais quels en sont les ressorts véritables? On n'a pas dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.